De temps en temps, je vais avoir des idées qui vont me pop comme ça dans la tête sans que j'ai rien demandé et qui vont avoir un fort impact sur ma vie. En 2020, c'est comme ça que j'ai eu la première idée de business et vraiment l'idée a pop dans ma tête comme ça en 2 secondes et directement j'ai suivi l'idée, j'ai suivi mon intuition et ça s'est super bien passé. Même s'il y a eu une grosse période où c'était compliqué, au final, il s'est avéré que c'était une excellente idée. Dernièrement, j'ai eu ce genre d'idée, ça m'arrive de régulièrement, enfin ça m'arrive de temps en temps plutôt, et donc faut savoir que je suis indigène et moi ça me dérange pas du tout de all-in sur une crypto, si j'ai les bonnes convictions, si je vois que les étoiles sont alignées, j'ai aucun problème à all-in sur une crypto, je suis pas du tout partisan de la diversification, euh, moi à chaque fois où j'ai fait des grosses performances, c'était sur un all-in. Alors après, c'est pas parce que j'ai fait une grosse performance sur un all-in que je suis multimillionnaire. Il suffit pas que de all-in sur la bonne crypto pour faire de l'argent. Après, il faut aussi savoir vendre au bon moment et aussi ne pas savoir, enfin savoir du coup ne pas gamble ou ne pas perdre l'argent qu'on a fait. Et ça, on sait que les cryptos, ils sont très forts pour nous faire évaporer nos gains. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dernièrement, j'ai eu ce même genre de flash et que je trouve, pour moi, il n'y a pas meilleur crypto à long terme que le ZEC en termes de risk-reward. Pour le prochain cycle, je pense que c'est une crypto extrêmement intéressante à détenir dans son portefeuille et on va voir pourquoi. On va voir comment je suis arrivé à cette conclusion dans cette vidéo. Premièrement, et ça fait un petit moment que j'ai ce genre de réflexion, mais il se trouve que je suis pas du tout le seul. Il y a un peu cette impression que Bitcoin est devenu trop institutionnalisé. Il y a Saylor, voilà, il a 800, à peu près 850 000 BTC. Au niveau des ETF, ils ont 51 000 millions, donc ça représente à peu près pareil 850 000 euh, BTC. Et en fait, on se retrouve avec un actif qui est censé être décentralisé et qui est détenu en majeure partie par des institutions, donc dans le système financier. Et il se trouve que certains acteurs, parmi ces gros holders, font des montages financiers un peu douteux. Voilà, je ne vais pas parler plus que ça de Saylor, mais ces montages, voilà, il y a des trucs vraiment bizarres, même juste en termes de discours. Il y a des trucs qui sont pas corrects. Et ça contribue au fait que Bitcoin, c'est plus l'actif qu'on a connu, c'est clairement devenu un autre actif. À la base, c'était censé être un actif qui était cypherpunk, qui était censé nous détacher des banques et du système et de tout ce qui ne va pas dans le système. Et au final, on se rend compte qu'il a juste été adopté par le système et au final, bah, certes, il a quelques propriétés qui sont intéressantes, mais finalement, bah, en fait, il y a plein de trucs qui se sont construits par-dessus et qui font que c'est plus l'actif qu'il était autrefois. Ensuite, il se trouve que Bitcoin a un autre problème. Il se trouve que le budget de sécurité, donc le budget de sécurité, ça va être combien le réseau paye les mineurs pour qu'ils sécurisent le réseau en dépensant de la puissance de calcul. Et il se trouve que plus on avance, plus les récompenses de blocs diminuent. Au début, c'était 50 BTC. Aujourd'hui, on est venu à 3 BTC. Et donc tout ça, ça arrive avec le processus de halving, qui fait que tous les 4 ans, à peu près, le nombre de blocs reward est divisé par 2. Et jusqu'à maintenant, ça a été compensé avec une hausse des prix du BTC, mais plus le temps passe et plus les mineurs ont du mal avec le fait que les blocs reward baissent de plus en plus. Et en fait, l'idée générale de base avec Bitcoin, c'était de faire en sorte que, bah, au début, on aide les gens à miner en leur donnant des blocs reward, et petit à petit, avec le temps, Bitcoin sera adopté en tant que moyen de paiement, parce que de base, c'était vraiment peer-to-peer electronic cash system, donc c'est censé être du cash digital. Or, il se trouve que Bitcoin est utilisé comme une réserve de valeur, mais c'est pas du tout utilisé comme du cash. Et le problème avec ça, c'est que bah, les gens achètent du PTC, ils laissent dormir et ils ne font aucune transaction. Et ce qui fait que la plupart des frais pour les mineurs, hein, donc en gros, en fait, les mineurs ils vont avoir des coûts d'électricité. Et si en fait ils ne peuvent pas faire plus d'argent que ce qu'ils dépensent, bah en fait ils débranchent. Ça reste des acteurs rationnels comme tout le monde quand on fait du business. Si on fait pas d'argent, bah en fait on va pas miner à perte. Et ça pose un problème
à long terme parce que les blocs reward vont continuer de diminuer et si les mineurs ne sont plus profitables, bah, ils vont juste débrancher leur pool de mining et bah, derrière le hash rate risque de baisser et la sécurité du réseau va baisser. Et qu'est-ce qui se passe si la sécurité du réseau baisse? La valeur potentiellement baisse aussi. Et donc ça c'est un problème sur Bitcoin que, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Encore moins dans la communauté Bitcoin, ils pensent que, en fait, je sais pas, pour certains Bitcoiners, juste, bah, ça va aller, tranquille. Bitcoin, c'est l'actif spécial du monde, et tous les problèmes vont être résolus sans qu'on ait rien à faire. Moi, je suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est un vrai problème et que c'est pas du tout assez discuté. Ensuite, il y a un autre problème, et ce problème, ce problème, il est présent à cause des ordinateurs quantiques. Donc si vous ne savez pas, les ordinateurs quantiques risquent de craquer le chiffrement des clés publiques, clés privées des cryptos. Donc dès que vous avez un wallet crypto, vous avez une clé privée, donc un mot de passe, et une clé publique à laquelle est associée cette clé privée. Et l'association des deux, ça permet de recevoir et d'envoyer vos tokens, enfin vos cryptos. Le problème, c'est que Satoshi, lui, il détient plus d'1 million de bitcoins, et je crois qu'en tout, on estime à peu près 4 millions de bitcoins qui sont perdus, donc du coup qui ne seront jamais récupérés. Et le problème, c'est que ces 4 millions de bitcoins, ils peuvent être volés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire pour rendre Bitcoin résistant au quantique. Si on le fait, on va devoir créer une nouvelle paire de clés publiques, clés privées, qui résistera aux ordinateurs quantiques. Mais du coup, en fait, les gens vont devoir transférer leur Bitcoin sur ces nouvelles adresses. Or, si on a 4 millions de Bitcoin où les clés privées ont été perdues et les gens n'y ont plus accès, eh ben, ils ne peuvent tout simplement plus les bouger, et ce qui fait qu'un ordinateur quantique, n'importe quand dans le futur, il pourrait juste prendre ces tokens et les vendre ou en faire ce qu'il veut. Et ça, du coup, ça pose un problème sur le prix du Bitcoin, parce que bah, en fait, la proposition de valeur du Bitcoin, c'est que son prix monte. Or, si tout d'un coup 4 millions de tokens sont rajoutés au supply, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe, et les marchés de base n'aiment pas l'incertitude. Et ça, en fait, c'est un problème que Bitcoin a, et on ne sait pas comment le résoudre. Soit on freeze les tokens de Satoshi, et tous les tokens perdus en général, mais c'est quand même une grosse atteinte à la proposition de valeur de Bitcoin, qui est, bah, en fait, normalement, personne ne peut toucher à tes Bitcoins. Les autres manières, ce serait de les laisser, mais là, du coup, ça pose aussi un problème. Et ça, c'est à peu près les deux grosses solutions, et je vois pas comment la communauté Bitcoin va réussir à s'en sortir. Je leur souhaite de trouver une solution, mais je pense qu'en fait, il n'y a aucune solution qui satisfasse tout le monde. Et ça, c'est un problème du coup inhérent à Bitcoin. C'est... Bah, si vous vous rappelez, pendant ce dump, on parlait beaucoup du quantique, donc c'était pendant celui-ci. Les gens n'ont pas trop compris ce qui se passait, et à force de creuser, les seules critiques que je voyais, c'était bah, le quantique. Et tout le monde disait oui, mais le quantique, n'importe quoi, etc. C'est dans des années, etc. Il se trouve que Google a fait énormément d'avancées sur ça, et que ça avance beaucoup plus vite que prévu. Alors certes, il y a peu de chances qu'un État malicieux ait accès à des ordinateurs quantiques sous peu, mais en fait, il suffit que ça arrive un jour pour que Bitcoin soit complètement détruit. Donc voilà, ça c'est un problème aussi. Et il se trouve que Zcash a des solutions pour chacun de ces problèmes. Ça veut pas dire que Zcash, je dis pas que Zcash est parfait, mais par contre, il y a vraiment un cas sur lequel Zcash progresse dans les prochaines années, justement parce qu'il propose des solutions à tous ces problèmes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que Zcash? Zcash, de base, c'est un fork de Bitcoin, mais c'est pas un fork random, c'est un fork où on a rajouté une feature spéciale qui le rend vraiment spécial. Mais c'est-à-dire que Zcash, il a 21 millions de tokens, comme Bitcoin, donc il a les mêmes propriétés de réserve de valeur. C'est aussi un token proof of work, avec un halving tous les 4 ans, mais il va y avoir quelques différences, c'est-à-dire qu'il va y avoir une équipe de développeurs qui travaille sur le protocole, sur son intégration, etc. Et il se trouve que à chaque block reward, donc sur Bitcoin, les blocs reward, ils vont être 100% donnés aux mineurs. Et sur Zcash, en fait, il y a une petite partie qui va aller pour les développeurs de Zcash. Donc ça, c'est une différence inhérente à Zcash, c'est un autre modèle.
Il y en a qui vont préférer ce modèle, il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Bon, bah, après, chacun a son avis. Mais en tout cas, moi, je trouve que la compétition, c'est quelque chose de sain. Et bah, juste, en fait, si on n'est pas content, on peut juste observer ce qui se passe. Et après, on peut faire son avis. Mais juste tout de suite dire oui, c'est pas comme Bitcoin, donc c'est de la merde. Bon, c'est pas très intéressant comme réflexion. Et en fait, la différence clé entre Zcash et Bitcoin, c'est que Zcash, ils ont implémenté des ZK Snarks et ça permet de rendre les transactions privées. Les transactions sont publiques par défaut, enfin, si on va dire qu'elles sont publiques par défaut, mais on a l'option de déposer nos EC dans une pool, et en fait, dans cette pool, tous les EC sont anonymisés, ce qui fait que dès qu'on fait une transaction, personne ne peut voir cette transaction. Et ça, c'est une différence clé, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de Zcash, c'est que c'est privé. Et du coup, ça peut être utilisé en tant que cash, tandis que Bitcoin, c'est beaucoup plus compliqué, on le verra par la suite. Donc maintenant, comment Zcash adresse les problèmes de Bitcoin? Et pourquoi est-ce que je serais prêt à all-in ce token? Pourquoi est-ce que je pense que c'est un des meilleurs risk-reward sur le prochain cycle? Premièrement, en termes d'institutionnalisation, Zcash, il n'y a pas d'ETF dessus encore, il y a juste Grayscale. Et donc je suis d'accord que ça peut poser des problèmes, parce que si vous vous rappelez bien, Grayscale, en fait, donc il y a eu les ETF qui ont été signés, et pendant toute une période, en fait, on n'a pas vu, donc il y a eu, alors je me rappelle plus très bien, mais je crois que ici, on a dit oui, les ETF vont sortir, ils ont été acceptés. On a eu cette phase de hausse. Et après, on a eu toute une zone où on était vraiment en galère. Et les gens doutaient, disaient, bah oui, je sais pas si les ETF, en fait, apportent tant de valeur que ça, etc. Et en fait, il y avait toute une période où il y a eu les gens qui sortaient de Grayscale, donc ça faisait de la pression de vente, et qui rentraient sur les ETF. Et donc, en fait, juste, ça faisait, hop, des mouvements comme ça, et il se passait pas grand-chose. Parce que Grayscale, il y a un mécanisme qui est un peu bizarre. Bref, actuellement, il y a Grayscale et il y a une Digital Asset Treasury qui est Cypherpunk et qui investit uniquement sur des technologies Cypherpunk. Et actuellement, ils ont seulement 2% du network. Ça reste pas mal, mais comparé à à Sailor et les ETF qui ont quasiment 10% du supply, à eux deux, c'est rien du tout. Et du coup, Zcash, il se trouve qu'ils ont ça a été sorti en 2016, donc ils ont à peu près 10 ans de proof of work et de supply qui a été distribué. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire. 10 ans de proof of work qui a été distribué de manière assez libre, parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, Zcash, c'était pas du tout intéressant. Et du coup, on a des mois et des mois où le prix ne fait que dump, et du coup le supply c'est beaucoup plus distribué, parce que les mineurs sont obligés de vendre, et en fait ce qu'on veut avec une réserve de valeur, c'est que le supply soit le plus distribué possible. Euh, voilà, maintenant il y a forcément une certaine centralisation avec certains acteurs qui détiennent une grosse partie du supply. Ça c'est vrai sur Bitcoin, c'est vrai sur Zcash. Maintenant Zcash ça l'est un peu moins que Bitcoin. Ensuite, en termes de budget sécurité, une question très importante à long terme, qui n'est pas vraiment adressée sur Bitcoin, mais il se trouve que Zcash, enfin en tout cas la fondation Zcash, fait tout son possible pour intégrer Zcash dans les commerces, dans l'économie actuelle, et il se trouve qu'on peut déjà payer à plusieurs endroits avec Zcash, et on peut le faire de manière anonyme. Donc petit à petit, c'est intégré dans les commerces, et s'ils arrivent à se faire intégrer comme moyen de paiement de manière assez démocratisée, et ben, on pourrait avoir beaucoup plus de transactions sur Zcash, et qui dit plus de transactions, dit plus de frais de transaction pour les mineurs, et donc ce truc de budget de sécurité à long terme, une fois que le halving Zcash est terminé, et ben, il y a toujours les frais de transaction qui permettent aux mineurs de sécuriser le réseau, et la sécurité a trouvé une sorte de palier. Ensuite, au niveau des ordinateurs quantiques, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que, premièrement, Zcash, c'est une équipe qui est très proactive en termes de sécurité sur son protocole. Alors, je n'ai aucun doute que Bitcoin arrivera à résoudre les problèmes du quantique. Je pense que tout l'écosystème crypto se regroupe pour trouver des solutions. Par contre, le vrai problème, en fait, c'est ces 4 millions de BTC
qui sont sujets à... en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Zcash, lui, déjà, il n'a pas ce problème. Mais ensuite, juste en termes de quantique pur, ce qui est intéressant, c'est que déjà aujourd'hui, certaines adresses Zcash sont protégées sur le quantique. C'est-à-dire que dès qu'on passe dans la pool anonyme, la clé publique ne sera plus visible. Et ce qui fait que sans clé publique, tout simplement, les ordinateurs quantiques ne peuvent pas déchiffrer la clé privée. Parce qu'en fait, si on ne sait pas la clé publique, on ne peut pas savoir la clé privée. Un ordinateur quantique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la clé publique et il va simuler plein de possibilités en même temps, parce que, en gros, en fait, l'ordinateur quantique, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut simuler plein de résultats en même temps, de manière superposée, et trouver celui qui résout le problème. Et donc, si on dit le problème, il faut que tu trouves une clé privée qui donne cette clé publique, il peut le faire relativement rapidement. Mais s'il n'y a pas de clé publique, en fait, il est coincé. Et il se trouve que les pools privés sur Zcash n'ont pas de clé publique, donc il y a déjà des adresses aujourd'hui qui sont protégées du quantique, ce qui n'est pas le cas sur les autres blockchains. Maintenant, voyons la thèse haussière du ZEC. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un des meilleurs tokens à in pour le prochain cycle? Moi, j'ai choisi... alors pour l'instant, j'en ai pas encore... je suis très loin d'avoir all-in. J'en ai, mais j'en ai pas tant... Enfin, j'en ai pas autant que je voudrais, disons. J'aimerais que ça descende un petit peu plus encore. Mais en fait, si on a un prix qui est assez bas, et que je vois que les problèmes actuels sont résolus, parce que c'est pas tout blanc, il y a des problèmes actuellement, dont on va parler bien évidemment. Si je vois que ces problèmes sont résolus et que le prix est assez bas, j'aurai aucun problème à être all-in par exemple à terme. Évidemment, je ne vais pas rester all-in toute ma vie et je vais vendre ce token au bout d'un moment une fois que ça aura progressé. Ou une fois que ma thèse sera invalidée, c'est possible aussi. Mais donc comme vous le voyez ici, il y a eu une très très forte progression à ce niveau-là. Et c'est pas du tout un hasard. Donc voyons à peu près pourquoi est-ce que ça a monté autant et quelle pourrait être notre thèse haussière dans le futur. Premièrement, ce qui s'est passé, c'est que cette hausse, elle est expliquée premièrement par une amélioration du wallet Zodl. Le wallet Zodl, c'est le plus gros wallet sur Zcash. C'est un wallet qui permet de faire des transactions privées. Et il se trouve que pendant toute cette période où Zcash faisait rien, c'était très compliqué En fait, c'est très compliqué d'anonymiser ces Zcash. C'était vraiment un process qui était chiant. Et c'est pour ça qu'au tout début, il y avait un petit peu de ZEC qui était chiffré, mais c'était relativement minime. Voilà. Ça s'améliore avec le temps, mais il y a eu un vrai boom à ce niveau-là, qui correspond... Donc en vrai, ça a commencé vers début 2024, et Zcash, il a pump plutôt milieu 2025, fin 2025, et on voit que voilà, 2025, ça a été vraiment l'accélération du truc. Ce qui s'est passé, c'est que les développeurs se sont vraiment concentrés sur l'UX pour faire en sorte que Shield, donc on appelle ça shielder ses ZEC, que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus simple à faire. S'il y a plus de ZEC qui sont shieldés, du coup le réseau prend beaucoup plus de valeur, parce que plus il y a de... En fait, si tu es le seul à anonymiser tes ZEC, en fait, on peut voir du coup tes transactions, enfin on peut potentiellement deviner tes transactions. Maintenant, s'il y a plein de personnes qui shieldent leurs ZEC, du coup ça prend beaucoup plus de valeur et le réseau prend en valeur, il prend en légitimité aussi. Et dernièrement, il y a eu du gros progrès à ce niveau-là, ce qui fait que Zcash a gagné en légitimité en tant que solution privacy. Ensuite, il y a eu un autre gros facteur, c'est l'intégration à Near Intent. Near Intent, c'est un produit, franchement j'ai été très surpris, très agréablement surpris quand je l'ai utilisé. Et grosso modo, c'est une plateforme qui va permettre de passer d'une blockchain à une autre sur quasiment n'importe quel token et sur quasiment n'importe quelle blockchain. Quand vous allez sur... d'habitude, on utilise un bridge pour faire ça. Et les bridges, d'habitude, il n'y a que quelques blockchains. Et c'est rare que les bridges intègrent des blockchains très exotiques. Parce que c'est compliqué à implémenter. Mais il se trouve que sur Near Intent, c'est quelque chose qui se fait relativement simplement. Ce qui fait que vous pouvez passer d'une blockchain à Zcash très facilement. Et ça, c'était pas possible avant. Et c'est là où on a commencé à voir beaucoup de gens qui se mettent à aller sur Zcash parce qu'il y a cette amélioration du wallet, le réseau prend en valeur, le token prend en valeur et c'est accessible facilement. Et donc tout ça en fait maintenant, un des
Bah en fait, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace d'aller sur Zcash quand on est on-chain. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui ont contribué à la hausse. Maintenant, pourquoi est-ce que ça continuerait de monter pour les prochains cycles? Bah, premièrement, ça a les mêmes caractéristiques que Bitcoin en termes de store of value, donc réserve de valeur, avec les 21 millions de tokens. Zcash a aussi ses 21 millions de tokens maximum. Et c'est là où mes convictions personnelles vont rentrer en jeu, mes valeurs, et bah, je suis pas le seul à penser comme ça, mais le côté cypherpunk de Zcash, je le trouve extrêmement intéressant. Le fait de pouvoir mettre son argent, premièrement dans une réserve de valeur, donc qui va garder sa valeur au fil du temps sur plusieurs années, et le fait que personne ne puisse savoir combien tu détiens, ça je trouve c'est important. Et n'importe qui devrait avoir un compte où il y a le moins de personnes possible au courant, juste en termes de sécurité. Voilà, on met un petit matelas de sécurité dedans et personne n'est au courant. Et comme ça, si un jour il y a un problème, vous pouvez puiser dedans et voilà, personne n'est au courant en fait. Et de toute façon, les banques offshore, ça représente actuellement 16 trillions de dollars. Donc c'est un marché énorme. Et je pense que ça va augmenter avec le temps. On va voir la thèse juste après. Mais si on compare à Bitcoin, en fait, Bitcoin est devenu tellement gros que c'est beaucoup plus difficile pour lui de performer. On le voit, si on met en log, en mensuel, on se voit que... Alors, non, j'étais déjà en log, hop. Alors, on va aller sur un graphique plus large. Mais voilà, clairement ici, grosse parabole, la plus grosse, enfin une des plus grosses paraboles. Ici, grosse parabole. Ici, une parabole qui est plus petite déjà. Et ici, c'est à peine si on a une parabole. Et plus Bitcoin devient gros, et plus ça devient difficile de performer. Donc les gens qui sont aussi à la recherche de performance et de technologies un peu novatrices, innovantes, sur Zcash, c'est potentiellement plus intéressant. Il y a aussi cet espoir que Zcash résolve le problème des budgets de sécurité que Bitcoin a. Et en tout cas, il y a des premiers signes qui sont plutôt positifs à ce niveau-là. Donc évidemment, Zcash est très loin d'avoir atteint le niveau de Bitcoin en termes d'adoption, en termes de réserve de valeur, parce que Bitcoin, en termes de réserve de valeur, bah, c'est hold par les États-Unis, par le Salvador, et il y a d'autres pays aussi qui détiennent du BTC, il y a d'autres grosses institutions qui détiennent du BTC, c'est accepté de manière institutionnelle à Wall Street, etc. Et ça, Zcash est très loin de Bitcoin à ce niveau-là. Ensuite, on en vient à pourquoi hold du Zcash en fait. Pourquoi est-ce que ça devient presque une nécessité aujourd'hui de hold du Zcash? Vous l'avez vu, il y a donc aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui est passée sur un impôt sur la fortune et sur les plus-values latentes. Il y a la Californie qui envisage de faire pareil. Alors je crois que sur les Pays-Bas, la loi est passée et très rapidement elle a été enlevée après, ce qui est une bonne chose, mais ça montre quand même une intention des États de taxer la richesse, de taxer de plus en plus. Je pense qu'en France, vous voyez, niveau taxes, ça s'arrête jamais. On continue de rajouter des taxes petit à petit. Et c'est pour ça que mettre sa richesse offshore sur un compte que le moins de gens possible connaissent, bah, ça va devenir de plus en plus une nécessité. Et il y a vraiment des gens, donc à New York, il y a des gens qui quittent New York parce que les impôts aux States, c'est aberrant aussi. J'ai en tête Howard Schultz, donc le PDG de Starbucks, qui a quitté Washington pour aller en Floride. Et aussi le PDG de Citadel qui a quitté New York pour aller à Miami. Et tout ça, c'est sans parler de MiCA, des régulations avec les banques sur l'anti-blanchiment d'argent, etc. En fait, il y a tellement de règles, et il y a tellement, donc, même pas que par les États, mais aussi par les banques, qui fait que la privacy, ça reste un droit fondamental d'après moi, et on ne devrait pas donner ce droit à des institutions comme les États ou les banques. Donc pour moi, c'est vraiment une technologie qui nous rend notre souveraineté en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, petite comparaison. Et ensuite, posez-vous la question. Est-ce que, si vous faites une transaction chez un marchand par exemple, est-ce que vous voudriez que ce marchand ait accès à tout votre historique de transactions? Donc imaginons que vous faites un paiement à McDo et du coup la vendeuse McDo, elle peut voir toutes les transactions sur votre compte en banque que vous avez fait dernièrement, même en fait depuis la création de votre compte en banque. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez ça normal ou pas? Je pense pas. Maintenant, encore pire. Et maintenant, est-ce que vous voudriez que tout Internet puisse voir votre historique de transactions? Bon, je pense que vous et moi, on comprend pourquoi la vie privée sur Internet, c'est important. Ensuite, la thèse baissière, parce qu'il n'y a pas que du positif non plus. Récemment, par exemple, il y a eu un gros bug, et ça a causé une grosse panique sur
sur Zcash. Donc une panique qui a fait cette mèche ici là. Cette grosse mèche de à peu près moins 60%. Il se trouve que il n'y a pas très longtemps, il y a un mec responsable de la sécurité qui a fait des audits avec, je sais plus si c'est, je crois que c'était Cloudopus 4.8, et qui a trouvé un bug de sécurité dans les ZK Snark, donc dans la dernière pool Orchard. Et il se trouve que ce bug était présent depuis 4 ans, et il pouvait mint, en fait, si quelqu'un l'avait découvert, il aurait pu mint une infinité de Zcash sans que personne ne s'en aperçoive. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on ne sait pas si quelqu'un a utilisé ce bug, sachant que ça fait 4 ans qu'il est là. En termes de probabilité, ça penche plutôt du côté de personne ne l'a trouvé et personne ne l'a exploité, parce que ça reste quand même quelqu'un qui est extrêmement compétent dans les Zcash Snark. Les Zcash Snark, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. En fait, il y a juste un petit nombre de personnes sur Terre qui comprennent vraiment cette technologie et qui savent l'exploiter. Donc l'IA, c'est pas magique. Si on veut trouver des bugs, faut quand même savoir l'orienter. C'est assez compliqué. Et il y a des chances que personne n'ait trouvé ce bug depuis longtemps. Sinon, il est probable que cette pool de liquidité n'est pas montée et elle se soit fait vider. Voilà. Quand un hacker trouve une faille en général, il l'exploite et il prend en compte du coup, il exploite le maximum d'argent possible. Il se trouve que là, en termes de probabilité, ça penche plutôt du côté de personne ne l'a trouvé, personne ne l'a exploité. Maintenant, ça reste, imaginons que personne ne l'a exploité, il y a aujourd'hui plusieurs problèmes. Le problème numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude il y a uniquement 21 millions de tokens en circulation. Pour l'instant, on ne peut pas. Il se trouve que donc là, on est le 3 juillet, vers courant juillet-août, va y avoir une mise à jour qui va permettre de retrouver à 100% cette propriété des 21 millions de tokens maximum. Aujourd'hui, je dirais qu'on est sûr à 80%. C'est une proba sortie de mon chapeau, mais c'est juste pour vous dire que il y a de grandes chances qu'il y ait 21 millions de tokens maximum et que ce n'ait pas été exploité. Mais on n'a pas encore la certitude. Mais maintenant aussi, il y a un autre problème qui vient à plus long terme, c'est de se dire, en fait, les ZK Snark, c'est quelque chose qui est assez avant-gardiste, c'est quelque chose qui n'a pas encore été beaucoup testé, et donc en fait, pourquoi est-ce que j'irais mettre ma richesse dans un token qui peut avoir des bugs de cette manière? Une réponse à ça serait de se dire, bah en fait, l'IA, c'est tellement puissant aujourd'hui, et vu que si c'est bien utilisé, ça peut nous aider à trouver des bugs et donc à rendre la technologie encore plus sécurisée. Ce qui s'est passé dernièrement, ils ont fait des audits du coup avec les modèles les plus puissants de Anthropic, donc Mythos et Fable, et aucun bug n'a été trouvé. Donc à long terme, en fait, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Ça après, c'est à vous, je vous laisse juger, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais aussi le simple fait que ce soit une crypto anonyme et qui menace un petit peu le pouvoir en place, qui donne beaucoup de souveraineté aux gens qui l'utilisent, ça pourrait déplaire éventuellement aux États et on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que Trump et l'institution Trump ne va pas bannir Zcash, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, il n'y aura pas un élu qui sera contre les cryptos et encore plus contre les cryptos qui promeut la vie privée et qui vont bannir Zcash. Ça reste une incertitude qui pèse sur Zcash. Ensuite, un autre petit point qui, moi, me plaît pas trop, c'est que mine de rien, il y a quand même pas mal de VC sur Zcash. Ça, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Parce que qui dit beaucoup de VC dit que potentiellement ils risquent de vendre à un moment. Et s'ils vendent, bah, ça fait de la pression vendeuse et c'est pas forcément un point positif. D'un autre côté, après, ça fait beaucoup de VC qui peuvent aider à promouvoir le token, à fund les développeurs et juste à aider au niveau de l'adoption, au niveau des conseils, etc. Ça peut aider aussi, ça peut favoriser juste en termes de mindshare. Donc voilà un petit peu mon avis sur Zcash. De manière générale, je trouve, je place de plus en plus de valeur dans les solutions de vie privée et de manière générale, j'ai réorganisé ma vie pour être le plus clean sur Internet. Et donc ça passe aussi par les solutions de paiement, par comment est-ce qu'on gère ces wallets crypto, comment est-ce qu'on gère notre richesse aussi, quelle est notre puissance face aux États. Et donc ça passe par des utilisations. En fait, la puissance face aux États, mais pas que les États, ça peut être aussi juste les grosses institutions. Par exemple, j'invite tout le monde à passer sur Linux,
à lâcher tout ce qui est Apple, Microsoft, etc. Téléphone, je conseille GraphenOS comme technologie qui préserve la vie privée. Et après sur les cryptos, il y a plein de solutions. En vrai, Zcash, c'est pas la seule. Vous pouvez utiliser Monero, vous pouvez... voilà, il y a d'autres solutions possibles. Mais je pense que ça, c'est une tendance à plus long terme qui est de plus en plus de gens vont faire attention à leur vie privée. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Parce que quand on achète un token, on veut pas juste acheter et prier, on veut voir si la thèse qu'on a se réalise. Et donc comment faire dans ce cas-là? Je vous invite à aller sur ce site zechub.wiki/dashboard et voir un petit peu combien il y a de Zcash qui se font shielded, donc qui passent dans la pool anonyme. Et on veut que ce chiffre il augmente petit à petit. Ensuite, vous pouvez regarder ce dashboard aussi, qui donne pas mal d'informations et qui montre aussi combien. En fait, ça, c'est le dashboard de Cypherpunk. Donc, ça fait Cypherpunk la date qui accumule du ZEC pour voir un petit peu leur évolution. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ma thèse sur Zcash. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que, comme moi, vous valorisez la vie privée. Donc, moi, j'ai déjà commencé à en accumuler. Donc, j'ai commencé à partir de ici, je crois. Mince. C'est pas ce que je voulais faire, à partir de ici, et je compte en accumuler jusqu'aux 200$, et j'ai d'ailleurs une poche de cash uniquement si le Zcash descend à 100$, si jamais, on sait jamais, ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, je voudrais pas rater le dip, et j'ai une poche de cash qui va refill à ce niveau-là. Et sinon, comment je fais? J'ai des pools de liquidité, donc si vous voulez, sur Meteora, il y a une version bridge de Zcash, donc forcément une version bridge, ça rajoute un peu de risque. Il y a le risque du bridge si le bridge se fait hack. Mais ici, si vous mettez ZEC, hop, vous avez des pools, donc ZEC BTC et ZEC USDC. Et la pool ZEC USDC, elle fait pas mal de rendement. Je crois qu'actuellement, on est à 0,16% par jour, donc c'est assez intéressant. C'est une pool qui est assez volatile, mais du coup, en fait, si vous voulez accumuler sans trop vous prendre la tête et en fait ce qui est cool avec les poules de liquidité c'est que vous mettez une poule de liquidité sur cette zone par exemple et ben en fait sur toute cette zone ici vous allez être petit à petit converti en Zcash et en plus de ça dès qu'il y a une transaction qui passe ça vous donne du Zcash en plus et des USDC en plus parce que vous mettez dans une poule de liquidité et vous gagnez du coup des frais supplémentaires, donc les frais des traders qui vont trader. Vous, petit à petit, vous vous faites convertir, et en plus de ça, ça vous donne un petit revenu supplémentaire. Si les pools de liquidité, ça vous intéresse, et que la DeFi, ça vous intéresse, et que vous voulez utiliser la DeFi de manière avancée pour trouver les meilleurs APR sur le marché, j'ai enregistré quelques vidéos qui montrent mon système de A à Z sur comment trouver et bien utiliser les pools de liquidité, et ça va même plus loin que ça. Vous pouvez même trouver le modèle que je compte mettre en place, le système que je compte mettre en place pour tout le prochain bullrun, pour profiter au maximum du bullrun, en mettant mes Zcash en collatéral et pour profiter de l'upside de Zcash tout en ayant plusieurs poches de cash flow. Si ça vous intéresse, c'est dans le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.